Théodore Herzl, Vie et destin. Théodore Herzl, Vie et destin, une série proposée par Philippe Bocara, présentée par Shlomo Malka, collaboration Paul-Henriette Lévy, une série réalisée avec le concours du Fonds Pincus. Réalisation technique, Patrick Elbaz. Philippe Bocara, bonjour. Nous arrivons au 9e épisode. Nous en sommes à la 3e semaine et nous racontons toujours la vie et l'œuvre de ce fondateur, pas le fondateur, mais le concepteur de l'État juif qu'est Théodore Herzl. Alors Théodore Herzl, nous en étions restés la semaine dernière à sa présence à l'audience au moment du procès du capitaine Dreyfus, à sa présence à Paris et au fait qu'il a assisté à toutes ces manifestations d'antisémitisme, ces deux France qui se combattaient, qui se déchiraient. Alors la légende veut que immédiatement après le procès Dreyfus, ce journaliste parisien se soit enfermé dans sa chambre d'hôtel rue Cambon et écrit fiévreusement dans son bloc-notes ce qui allait devenir les premières feuilles les premières pages de l'État juif. Mais en fait, les choses n'ont pas été aussi simples que cela. Les choses ont mis beaucoup plus de temps à maturer, j'imagine. Voilà, ça a pris quelques mois. Les événements dont vous parlez datent du mois de janvier 1895 et c'est en mai que Herzl s'est installé à l'hôtel de Castille, rue Cambon, où il y a d'ailleurs une plaque qui rappelle que c'est là qu'il a écrit l'État juif. Et pendant cette période entre janvier et mai, Herzl était très occupé par son activité de journaliste chargé de couvrir l'actualité française. Et c'est donc à ce moment-là qu'il a réuni en un volume ses chroniques de la vie française qui s'intitulait Le Palais Bourbon. Et il est très intéressant de noter que dans ces derniers articles sur l'actualité française, il était un peu désabusé par rapport à l'importance qu'on a attachée en France à la parole. Et il en a tiré la conclusion personnelle qu'il fallait accorder moins d'importance à la parole et plus à l'acte. C'est-à-dire que là déjà, à la suite des événements antisémites dont il a été témoin, sa situation, sa position, si vous voulez, d'observateur, d'analyste, commence à moins lui convenir et il éprouve le besoin d'agir directement sur les événements, sur la situation. Et il faut dire que ça a été je sais pas si on l'a dit suffisamment la semaine dernière, mais ça a été un véritable choc pour lui dans sa tête, dans son cœur, que d'avoir entendu ces insultes à bas les juifs qu'on proférait au moment de la dégradation du capitaine Dreyfus. Voilà, il a eu un peu l'impression que le monde s'écroulait. J'ai rappelé la dernière fois à quel point en France l'image était que les juifs étaient très bien intégrés. Au même moment, au mois de mars 1895, il y a eu des élections municipales à Vienne qui pour la première fois ont donné la majorité à une liste antisémite et donc assez rapidement il y a eu un maire antisémite dans la capitale de l'Autriche-Hongrie. Herzl a vraiment eu l'impression... Le fameux Karl Lueger qui devait sévir pendant quelque temps à Vienne. Voilà, et Herzl confie, par exemple, dans une lettre à Arthur Schnitzler envoyée à ce moment-là, confie une impression terrible de solitude, presque de désespoir, dont il veut sortir par ce passage à l'action. Et ça le choquait d'autant plus, je m'excuse d'insister, que ça se passait en France, qui pour lui symbolisait le pays de la déclaration des droits de l'homme, le pays de la libération des juifs. Oui, et de l'émancipation des juifs. Il s'est passé un petit événement symbolique qui reflète bien son état d'esprit. Le 29 avril 1895, il y a eu un barrage qui s'est effondré à Épinal. Il y a eu donc l'eau qui a envahi toute une petite région de France et il y a eu une centaine de morts à ce moment-là et ça symbolise un peu bien ce sentiment d'écroulement qu'il a éprouvé autour de lui par rapport au monde en voie de civilisation tel qu'il l'imaginait.
Alors Philippe, on parlait du choc de l'affaire Dreyfus sur Théodore Herzl et je note cette phrase qu'il écrit dans son journal au printemps 1895. « À Paris, mon jugement de l'antisémitisme est devenu plus objectif car j'ai commencé à le comprendre historiquement. » Oui, et Herzl commence à se concentrer sur le problème juif, à essayer de trouver une issue. J'ai dit à l'instant qu'il avait décidé d'agir et pas se contenter à ne plus se contenter d'observer. Et étant donné toutes les idées qu'il s'était faites, qu'il s'était forgées sur le sens de l'honneur, sur le sens aristocratique, la conclusion logique de son raisonnement, c'était que les Juifs devaient prendre en main leurs propres affaires, devaient préserver leur dignité en organisant une sorte d'action collective juive. Cette idée commence déjà à germer dans son esprit, que c'est le seul débouché logique, qui n'a pas encore immédiatement l'idée d'un État juif, ni l'idée d'un rassemblement des Juifs en Eretz Israël, mais il y a déjà, de toute évidence, l'idée d'un regroupement des Juifs pour agir et pour élever leur niveau d'honneur national, pour dire de fierté collective, de sens collectif, de solidarité collective. Et alors, c'est au cours de l'été 1895 qu'il va donc commencer à écrire ce livre. Et ça va être une écriture un peu sous le coup d'une inspiration, c'est-à-dire tout va sortir d'un coup, comme si on avait lâché la bonde. Comme le barrage dont nous avons parlé à l'instant. Tout à l'heure, oui. Et il va écrire ce livre, Der Judenstaat, l'État juif en 8 semaines. Oui, alors la première étape, ça a été une série de lettres, de 4 lettres qu'il a envoyées au baron Maurice de Hirsch, qui était, pourrait-on dire, le juif le plus riche de Paris et probablement un des hommes les plus riches du monde à cette époque-là. Le baron Maurice de Hirsch était un juif autrichien mais résident à Paris, qui avait fondé en 1891 une grande œuvre de colonisation de la Palestine qui s'appelait la ICA, la Jewish Colonization Association. Et donc, c'était l'homme auquel était habitué de demander des services financiers, tous ceux qui se préoccupaient de solidarité juive, notamment en rapport avec la Palestine, avec Eretz Israël. Et c'est donc à celui-là que Herzl a choisi de s'adresser en premier, sous forme de lettres. Et alors il réagira très mal, il se demandera si Théodore Herzl a tout à fait sa raison. Il faut dire donc Herzl est allé voir le baron de Hirsch pour le critiquer. Cet homme qui avait qui était auréolé d'une image de puissance tout à fait légendaire, Herzl lui a reproché de vouloir en fait par sa philanthropie, par l'aide qu'il donnait de haut en bas, si vous voulez, aux Juifs pauvres, aux Juifs en détresse, d'entretenir en réalité les Juifs dans leur situation de détresse et de ne pas agir de manière constructive et de manière audacieuse pour les sortir de la détresse dans laquelle ils se trouvaient. Et évidemment, le vieux baron de Hirsch a mal réagi à ces propositions, bien qu'il y ait eu une certaine affinité personnelle entre les deux hommes, et les entretiens ont abouti à une impasse, et en fait, le baron de Hirsch est mort juste à ce moment-là, pendant l'été 1895, et Herzl s'est trouvé assez désespéré, puisqu'il comptait beaucoup sur le fait de convaincre cet homme-là pour trouver une sorte de raccourci pour résoudre le problème juif très vite par une sorte d'action fulgurante. Et pour lui, l'idée d'avoir à prendre les Juifs presque un par un, si on pourrait dire, d'avoir à prendre le peuple juif à se colter avec la collectivité juive pour l'éduquer, pour l'organiser, pour l'encadrer, c'était une action qui lui paraissait de beaucoup plus longue haleine, et il a eu beaucoup de doutes au début sur le souffle qu'il aurait pour mener une telle action. Et d'ailleurs, il a aussi longtemps hésité sur son rôle personnel. Il a pensé aussi qu'il pourrait se contenter d'écrire un roman, puisque c'est ça qu'il savait faire le mieux, d'écrire une œuvre littéraire dans laquelle il évoquerait toutes ces idées qui traversaient son esprit, et c'est seulement tout à la fin qu'il a décidé de donner une forme d'essai politique, de livre politique à son livre. C'est d'ailleurs le conseil que lui donnait Alphonse Daudet, son ami Alphonse Daudet, avec qui ils avaient eu une collaboration littéraire tous les deux. Daudet lui avait dit: vous pouvez écrire concernant les Juifs l'équivalent de la case de l'oncle Tom concernant les Noirs. Et Herzl d'ailleurs, comme vous l'avez suggéré, a eu des doutes sur son bon équilibre psychique pendant cette période-là. Il était tellement exalté et tellement enfiévré par ses états d'âme que un de ses amis, d'ailleurs,
qui s'appelait Schiff, qui était un de ses amis les plus proches, un journaliste allemand connu de l'époque, lui a suggéré qu'il devrait voir un médecin pour se faire soigner. C'est au moment où il lui a montré le manuscrit de voilà, il a été livre. La première personne à lire le premier état du manuscrit de l'État juif. Et en fait, il s'est passé un petit détail à ce moment-là, c'est que pendant cette conversation où on mettait en doute sa santé mentale, Herzl a entendu un chiffre cité par son interlocuteur, par son ami Schiff, et il a remarqué que Schiff s'était trompé en faisant une addition, en donnant ce chiffre, et il a refait l'addition plus vite et il a corrigé l'erreur de son ami. Et là, il s'est dit, je crois bien que je suis en bonne santé mentale. Et ce détail-là est peut-être un des déclics qui ont fait qu'il a été jusqu'au bout de cette œuvre-là. En outre, il y a quelqu'un d'autre à qui il va montrer le manuscrit, c'est son ami Max Nordau, qui était, je crois, psychiatre. Qui était psychiatre, le grand écrivain Max Nordau, qui a beaucoup réfléchi sur les problèmes de dégénérescence, c'est-à-dire de décadence, qui étaient un peu dans l'air du temps à cette époque, qui reviennent un petit peu à la mode aujourd'hui, mais qui étaient les grands problèmes qu'on débattait à l'époque. Et Nordau, lui, a très bien reçu Herzl, a été très impressionné par les raisonnements, par la force logique des raisonnements que Herzl lui proposait. Et Nordau, qui est son compatriote de Budapest. Il y a aussi un homme à qui Herzl a écrit, mais qui ne lui a pas répondu, c'était Bismarck. Bismarck, qui était pour Herzl le modèle de l'homme d'État contemporain, de l'homme d'État moderne. Assez curieusement, Herzl lui a écrit en lui demandant: vous, Bismarck, qui êtes la personne par excellence qui a une autorité en matière de politique, dites-moi si je suis fou ou si au contraire j'ai raison, et si vous estimez que j'ai raison, alors je vous demande de m'aider. Et en fait, la réponse a été une absence de réponse, et ce qui a encore accru la perplexité de Herzl. Alors, je voudrais signaler, parce qu'on va entendre un morceau de Wagner, que c'est vous-même, je ne le savais pas, qui m'avait dit que Théodore Herzl, pendant qu'il rédigeait son livre L'État juif, écoutait constamment du Wagner. Alors le Tannhäuser de Wagner que Théodore Herzl écoutait, mais enfin il faut préciser une chose parce que nos auditeurs n'auront pas nécessairement compris, il l'écoutait pas chez lui sur un tourne-disque ou sur un Walkman, il l'écoutait naturellement, il allait l'écouter en concert et il aimait beaucoup cette musique. Exactement, et je crois que demain nous allons donc parler de ce qu'il y avait dans ce fameux manuscrit de l'État juif, de son livre L'État juif, dont nous venons de décrire les conditions dans lesquelles il les a écrits. C'était Théodore Herzl, Vie et Destin. Une série qui vous est proposée par Philippe Boucara. À demain.